Bonjour à tous et bienvenue de nouveau. Nous sommes à nouveau rejoints par le professeur Sayed Emsmarandi, professeur à l'université de Téhéran et ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Bonjour Glenn, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Nous avons donc assisté à cette frappe de décapitation au Yémen. Il y a également eu de nouvelles attaques au Liban, malgré le cessez-le-feu. Beaucoup soupçonnent désormais qu'une autre attaque contre l'Iran pourrait avoir lieu. En effet, la dernière attaque ne s'est pas vraiment terminée par la paix, mais plutôt par la nécessité d'une pause dans les hostilités. Beaucoup interprètent cela simplement comme un cessez-le-feu temporaire, et ce pour de bonnes raisons. Estimant que de nouvelles hostilités sont à prévoir, je me demandais cependant, comment vous évaluez la situation? Pensez-vous qu'une nouvelle guerre soit envisageable dans un avenir proche, c'est-à-dire entre les États-Unis, Israël et l'Iran? Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Les Iraniens se préparent. Le régime israélien et l'Occident préparent le régime israélien. Donc ils travaillent ensemble. L'Iran est essentiellement seul, mais il se prépare. L'Iran a un avantage. La dernière fois, le régime israélien a tout donné. C'était en quelque sorte, comme ils aiment l'appeler, une opération de changement de régime soutenue par l'Occident collectif, en particulier les États-Unis. Ils ont donc utilisé toutes leurs capacités. L'Iran, en revanche, a été pris au dépourvu le premier jour. Ils savaient qu'une attaque se préparait, mais je pense qu'ils ont mal évalué l'ampleur de l'attaque. Il s'agissait donc sans aucun doute d'une défaillance des services de renseignement. Mais la victoire militaire de l'Iran sur les Israéliens, malgré cette défaillance, montre selon moi que l'Iran, dans des circonstances difficiles, lorsqu'il a été en quelque sorte confronté à une attaque éclair qui a tué de nombreux hauts commandants et détruit des installations dès le premier jour. Malgré tout cela, le fait qu'il ait pu se réorganiser et forcer les Israéliens à demander un cessez-le-feu montre que l'Iran a désormais un avantage. Car alors que les Israéliens ont utilisé tous les moyens à leur disposition, les Iraniens ne l'ont pas fait. Certains des missiles les plus récents, les nouveaux modèles, sont restés intacts. Et nous avons maintenant un modèle encore plus récent, un nouveau missile qui a été ajouté à la force de défense ou d'attaque de missiles de l'Iran. Et nous savons tous qu'aucune des bases de missiles souterraines n'a même été utilisée lors de la Première Guerre. L'Iran est actuellement occupé à essayer de corriger les erreurs qu'il a commises, les faiblesses qu'il a eues, tant sur le plan du renseignement que sur le plan militaire. Donc je pense que l'Iran dispose clairement d'un avantage bien plus grand à mesure que le temps passe, comparé aux Israéliens. Mais parfois, les gens demandent alors, pourquoi le régime israélien veut-il lancer une nouvelle attaque? Et je pense que cela concerne vraiment davantage Netanyahou et sa coalition, ainsi que leurs propres intérêts égoïstes, qui comptent plus pour eux que les intérêts du régime. Donc Netanyahou et sa coalition, la guerre qu'ils ont lancée contre le Liban, le génocide continu à Gaza, les attaques contre le Yémen et la guerre contre l'Iran, tout cela concerne Netanyahou et la coalition plutôt que les intérêts du régime israélien lui-même. Ainsi, une nouvelle guerre contre l'Iran, selon moi, serait un échec pour le régime. Ce serait probablement un échec encore plus grand pour le régime que la Première Guerre. Mais Netanyahou, lui, ne défend pas les intérêts du sionisme. Il défend les intérêts de Netanyahou. Eh bien,
Il semble qu'en prévision d'une guerre potentielle, l'Iran améliorerait également ses capacités de missiles, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Dans les médias, au cours des dernières 24 à 48 heures, il y a eu beaucoup de reportages sur le soi-disant missile iranien de fin des temps. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne traduction. Je me demande aussi si vous pouvez clarifier de quoi s'agit-il. Que savons-nous réellement sur ces armes et quel sera l'impact concret sur le champ de bataille ou en termes de dissuasion? Je ne connais pas beaucoup de détails. Je sais que la charge utile est très importante. Ce que nous avons vu pendant la guerre de 12 jours, c'est que progressivement, le pourcentage de missiles iraniens abattus par le régime, les Américains, les Européens et cette coalition de pays, qui inclut des pays de la région, a diminué. Des installations radars allant de la Turquie jusqu'à celles du Golfe Persique ont été utilisées. L'espace aérien de la Jordanie a été utilisé. L'espace aérien de l'Irak a été utilisé, même si l'Irak s'y opposait, mais il ne pouvait rien y faire. Donc cette immense coalition travaillait à bloquer les attaques de missiles iraniennes. Mais pendant les derniers jours, 90% des missiles iraniens sont passés. Et je pense que cela montre que les missiles iraniens les plus avancés sont mieux équipés pour traverser les défenses multicouches que ces pays ont collaboré à mettre en place. Et comme je l'ai dit, certains missiles iraniens n'ont jamais été utilisés. Maintenant, je pense qu'ils disposent de différents types de missiles, à la fois pour compliquer la tâche de l'ennemi qui essaie de les abattre, mais aussi parce qu'ils remplissent des fonctions différentes. Certains d'entre eux possèdent des ogives qui se fragmentent en ogives plus petites. D'autres ont une charge utile plus importante. Certains sont très précis. Ils frappent la cible avec exactitude. D'autres le sont moins, surtout les missiles plus anciens. Mais ils peuvent être utilisés contre de grandes cibles où une grande précision n'est pas nécessaire. Il y a beaucoup de calculs que je ne comprends évidemment pas parce que je ne suis pas un expert dans ce domaine et je n'ai de toute façon pas accès à ces informations. Mais le fait est que le régime israélien était à court de systèmes de défense antimissiles, et les Américains aussi. Et les Iraniens disposent de beaucoup plus de missiles qu'ils n'ont pas encore utilisés. L'immense majorité des missiles iraniens préparés spécifiquement pour le régime israélien sont toujours en place, et ils en construisent encore davantage. Les missiles et autres bases souterraines que l'Iran a développées le long du Golfe Persique n'ont pas été touchés. Même lorsque les Iraniens ont tiré 12 missiles sur le Qatar, sur la base américaine, 6 ont atteint leur cible, détruisant notamment une installation radar clé sur place. Ces 12 missiles n'étaient pas les missiles de moyenne et courte portée, qui sont préparés pour le Golfe Persique, l'océan Indien et la mer d'Oman. Ceux-ci sont également en cours de modernisation, à l'heure où nous parlons, au cas où les Américains chercheraient à s'impliquer. Et comme je l'ai évoqué plus tôt, si les Américains s'impliquent, les Iraniens ont la capacité de tout détruire dans le Golfe Persique. Tous les actifs pétroliers et gaziers, les navires, les pétroliers, ainsi que les installations qui acheminent le pétrole vers la mer Rouge ou vers des ports alternatifs pour l'exportation. Les Iraniens se préparent donc à la fois pour le régime israélien et pour les Américains. Ils modernisent leur système, même si ceux qu'ils possèdent déjà, comme nous l'avons vu, se sont révélés assez efficaces contre les Israéliens. À quoi pourrait ressembler la deuxième phase de cette guerre par rapport à la première? Car lors de la première, nous avons vu Israël s'en prendre à la direction politique et militaire en Iran. Nous avons vu le brouillage des défenses aériennes iraniennes. Nous avons vu leurs drones avoir été introduits clandestinement en Iran pour lancer des frappes depuis l'intérieur du pays,
Pensez-vous qu'il est plus probable qu'Israël s'appuie davantage sur des proxys comme la Syrie, ou même coopère avec l'Azerbaïdjan? Mais aussi, comment pensez-vous que l'Iran combattra différemment lors de cette deuxième phase? Ce que Dieu nous en préserve, nous espérons ne pas voir arriver, mais cela semble de plus en plus probable. Lors de la deuxième phase, l'Iran sera évidemment dans une position bien plus forte, car le régime israélien a utilisé tous les moyens à sa disposition. Tous ses agents à l'intérieur de l'Iran ont été mobilisés, et la plupart d'entre eux ont été arrêtés. Leurs faiblesses iraniennes sont en train d'être analysées, donc l'Iran va être plus vigilant quant à la protection de ses responsables et plus attentif à la défense de ses systèmes anti-aériens et anti-drones. Il faut d'ailleurs garder à l'esprit qu'aucun avion israélien n'est entré dans l'espace aérien iranien pendant les 12 jours. Ils ont lancé leurs missiles depuis l'Irak, ils ont survolé la Syrie et la Jordanie, et c'est en Irak qu'ils ont tiré leurs missiles. Les drones qu'ils ont lancés venaient d'eux, donc ce sont des missiles et des drones qui ont frappé des cibles en Iran. Et beaucoup de ces drones venaient de pays voisins, certains depuis la Syrie, d'autres du nord de l'Irak. Et de fortes accusations ont été portées, selon lesquelles beaucoup venaient également de la République d'Azerbaïdjan. Mais aussi, en ce qui concerne le nord de l'Irak et la République d'Azerbaïdjan, je pense que ce sera plus difficile pour le régime israélien la prochaine fois. Comme vous le savez, Aliyev à Bakou a également antagonisé la Russie, et la Russie a bombardé ses actifs en Ukraine et arrêté de nombreuses personnes en Russie qui sont plus ou moins affiliées à l'armée israélienne. Mais au Kurdistan irakien aussi. Les Iraniens et leurs alliés ont découvert de nombreux lieux et personnes impliquées dans le lancement de drones. Donc ce sera beaucoup plus difficile pour le régime israélien la prochaine fois. Les Iraniens, bien sûr, ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour être pleinement préparés. Ils vont procéder à des ajustements à court terme, à moyen terme et à long terme. Et en ce moment, je pense que ces ajustements et changements à court terme sont la priorité pour les semaines ou mois à venir. Donc, pour résumer, vous vous attendez à ce que l'Iran ait moins de restrictions, tant sur le type de missile que sur les cibles, lors de la prochaine guerre. Oui, je pense que les défenses de l'Iran seront meilleures, car l'Iran examine toutes ses faiblesses, ainsi que les capacités offensives du régime israélien, la manière dont elles ont été utilisées, et comment par conséquent s'ajuster pour mieux se protéger contre ces capacités. Mais d'un autre côté, je pense que les Iraniens vont frapper beaucoup plus fort, et ils vont agir très rapidement. Ce sera très mauvais pour le régime israélien. Et comme je l'ai dit, l'Iran se prépare également dans la région du Golfe Persique. Les moyens de l'Iran à travers le Golfe Persique ont été renforcés, et les capacités de l'Iran à se défendre contre les drones et les avions augmentent également. Eh bien, il y a beaucoup d'actualités autour de l'Iran en ce moment. L'Union européenne, il y a seulement quelques heures, a annoncé qu'elle avait entamé le processus de réimposition des sanctions dites snapback. On peut se demander ce qui a conduit à cette décision. Je suppose qu'ils ont reçu un appel de Washington, ou peut-être ont-ils leurs propres raisons. Mais oui, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe à ce sujet. They have their own reasons, but yeah, so please correct me on this. But what the EU is also demanding, though, Mais ce que l'UNOBOV exige également, l'une des choses, c'est une coopération totale avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est-à-dire l'AIA. Et je me demandais quelle est la réflexion à ce sujet en Iran, à la fois en ce qui concerne la relation, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de diplomatie, avec l'Union européenne, mais aussi la relation que l'Iran peut réellement entretenir avec l'AIA, étant donné qu'il n'est plus vraiment un secret
que l'AIEA transmettait beaucoup d'informations aux Américains et aux Israéliens, informations qui ont été utilisées pour cibler l'Iran. Cela semble donc placer l'Iran dans une sorte de dilemme. Encore une fois, quelle est la réflexion à ce sujet en Iran? Comment pensez-vous que l'Iran va réagir à ces menaces ou pressions venant de l'Union européenne? Vous savez, lorsque le JCPOA a été signé pour la première fois en 2015, j'étais là. J'étais à Vienne. J'étais conseiller médiatique, tout comme je l'étais il y a 3 ou 4 ans avec le Dr Bagheri lorsqu'il négociait à Vienne. Et le jour de la signature, j'ai dit au Dr Zarif que je ne croyais pas que les Américains respecteraient leurs engagements. D'après ma compréhension, j'ai dit que les États-Unis se considèrent comme exceptionnels. Les Européens, bien sûr, se voient aussi comme exceptionnels et eurocentriques. Ils perçoivent le monde comme un monde eurocentrique. Et donc, ils ne s'engageront pas de la manière que vous espérez. Et cela inclut bien sûr les dispositions de rétablissement automatique des sanctions. J'ai toujours pensé, dès le début, que nous ne verrions jamais ces 10 années s'écouler sans que le snapback ne soit utilisé. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Et je pense que reste de clarté. Les 2 dernières années ont été très importantes pour unir les Iraniens. Beaucoup de jeunes Iraniens, surtout des jeunes issus de la classe moyenne supérieure et de la classe moyenne, ont toujours pensé que l'Occident était... Ils n'avaient pas vu la révolution. Ils n'avaient pas connu le Shah, sa brutalité. Ils ne savaient pas grand-chose de la guerre, ni du fait que l'Occident avait fourni des armes chimiques à Saddam. Ils étaient jeunes et beaucoup d'entre eux pensaient que le problème venait vraiment de l'Iran, que l'Iran était coincé dans l'histoire, que sa haine de l'Occident était irrationnelle et que l'Iran était obsédé par l'Occident, et que c'est pour cela que nous ne pouvions pas résoudre nos problèmes. En fait, lorsque Mahsa Amini est décédée, il est vite devenu assez clair qu'elle n'avait pas été assassinée ou battue, car les images ont été diffusées. Puis nous avons vu son père donner une interview où il a en gros admis qu'elle avait subi une lourde opération au cerveau auparavant. Et il y a eu l'autopsie, etc. Mais la raison pour laquelle les émeutes ont continué était bien plus profonde, car de nombreux jeunes Iraniens, des étudiants universitaires, pensaient que c'était la faute de l'Iran. Si l'Iran faisait des compromis, les problèmes avec l'Occident seraient résolus. La guerre à Gaza a beaucoup changé cela. Progressivement, ce segment de la société, qui n'était pas majoritaire, mais représentait une part importante, surtout parmi les jeunes, a commencé à évoluer. Mais aussi, la guerre de 12 jours a marqué un tournant, car ces jeunes ont vu qu'alors que l'Iran négociait, les États-Unis trompaient l'Iran. Et il ne s'agissait pas seulement de Trump. Nous avons vu l'Occident collectif, les Européens, ceux qui s'opposaient à Trump dans les médias, CNN, tous œuvrer contre l'Iran. CNN parlait de cellules dormantes aux États-Unis et diabolisait les Irano-Américains afin de contribuer à l'antagonisme envers l'Iran et de justifier l'agression, la guerre, la mort et la destruction, ainsi que le soutien au régime israélien. Les jeunes Iraniens ont vu cela. Le JCPOA en est un autre exemple. Beaucoup de jeunes Iraniens pensaient que si nous signions simplement un accord avec l'Occident, et à l'époque ces Iraniens sont aujourd'hui plus âgés, si nous signions simplement un accord avec l'Occident, tout serait résolu, et nous vivrions dans un monde merveilleux où nous pourrions connaître la croissance, la paix, etc. Mais ce que font les Européens aujourd'hui, c'est enseigner à ces gens la dure réalité de l'Empire occidental. Et cette réalité, c'est que c'est l'Iran qui, dès le premier jour, a respecté ses engagements. Ce sont les Américains et les Européens qui, sous Obama, violaient l'accord. Puis sous Trump, ils ont déchiré l'accord, et les Européens ont suspendu tous leurs engagements. Ils n'étaient pas en conformité.
il y avait un manquement du côté européen. Pendant ce temps, les Iraniens ont continué à respecter tous leurs engagements pendant une année entière après le départ de l'Occident. Ensuite, la deuxième année, les Iraniens, en 5 étapes, tous les 2 mois, ont réduit leurs engagements pour faire pression sur l'Occident afin qu'il revienne à l'accord. Mais cela n'a pas eu lieu. Et après 2 ans, l'Iran est revenu à la situation d'avant l'accord nucléaire. Aujourd'hui, les Européens, après avoir soutenu les frappes aériennes contre l'Iran, après avoir soutenu les frappes contre les installations nucléaires iraniennes, et après que l'Agence internationale de l'énergie atomique a menti pour justifier les attaques, puis a refusé de les condamner, les gens sont désormais beaucoup plus réalistes. Et le fait est que maintenant que les Européens cherchent à activer le mécanisme de retour automatique, les Iraniens ordinaires voient l'hypocrisie des Européens, comme ils le devraient. Et pour être très franc, le retour à la réactivation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU n'aura aucun impact sur l'économie iranienne. Cela n'aura qu'un impact psychologique pendant quelques mois, car il y a actuellement beaucoup de guerres psychologiques menées contre les Iraniens dans les médias persans diffusés en Occident, financés par les gouvernements occidentaux. La NED et l'USAID ont peut-être été fermés, mais l'argent destiné aux activités anti-iraniennes est bel et bien présent. Ils essayent donc de créer la peur parmi les Iraniens. Cela aura sans aucun doute un certain effet au cours des prochaines semaines. Puis, jusqu'à quelques semaines après l'activation du mécanisme de retour automatique. Mais cela n'aura aucun effet réel, car ces sanctions, toutes ces mesures sanctionnées dans les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, sont limitées et elles sont toutes couvertes, et bien plus encore, par les sanctions américaines de pression maximale. Il n'y a rien de nouveau qui va être ajouté, et elles se limitent au programme nucléaire et au domaine militaire. L'armée iranienne est en grande partie autosuffisante. Son programme nucléaire est totalement autosuffisant. Et les Russes comme les Chinois ont déjà déclaré qu'ils ne considéraient pas ce que fait l'Occident comme légitime pour 2 raisons. La première est ce que j'ai expliqué précédemment. L'Iran respectait l'accord et l'Occident non. Ils n'ont donc pas la légitimité morale d'utiliser ce mécanisme. La deuxième chose, c'est que les Européens n'ont pas utilisé le mécanisme de règlement des différends. Ils sont donc rapidement passés à cette 3e période de 30 jours. Ils n'ont donc ni le droit légal, ni le droit moral. Et c'est ce que les Iraniens, les Russes et les Chinois ont affirmé. Je ne pense donc pas que cela ait un impact significatif sur l'Iran à long terme. À court terme, oui, cela aura un certain effet sur les marchés. Mais je pense que les plus grands perdants, de loin, sont les Européens. Car les Iraniens n'ont plus aucune raison de négocier avec eux à l'avenir. Et les Européens ont brûlé leurs ponts partout, avec les Russes, avec les Chinois, avec l'Iran, et par leur soutien à cet holocauste à Gaza. Tout cela réuni a rendu l'Europe sans importance pour nous. Ainsi, une fois que le JCPOA prendra fin, nous ne parlerons plus aux Européens. Ils ne seront plus que des pays ordinaires qui ne sont pas notre priorité. Et il n'y a aucune raison pour qu'ils le soient. Ont-ils une industrie? Ont-ils des produits importants que nous recherchons? Non. Tout ce dont nous avons besoin vient d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique. Les BRICS, en ce moment même. Le président iranien atterrit en Chine et il va rencontrer les dirigeants de la Chine, de la Russie, de l'Inde, entre autres. Et l'Organisation de coopération de Shanghai, les BRICS, ce sont ces organisations qui regroupent des États membres possédant ce dont l'Iran a besoin. Et l'Europe, qui décline rapidement. Lors des négociations nucléaires, quand j'étais à Vienne, j'ai dit aux Européens et à leurs élites qui venaient me parler, ainsi qu'aux journalistes venus me voir à Vienne, qu'un hiver difficile s'annonçait pour l'Europe.
Vous êtes en guerre avec la Russie. Vous avez imposé des sanctions. Vous avez besoin de l'Iran. Vous avez besoin du pétrole iranien. Vous avez besoin du gaz iranien. Vous pouvez investir en Iran et vous pouvez investir dans le secteur énergétique iranien et résoudre certains de vos problèmes, beaucoup de vos problèmes. Mais cela ne les intéressait pas. Tout comme ils ne se souciaient pas de l'effet des sanctions sur la Russie ou sur leurs propres économies. Ils ne s'en souciaient pas. En fin de compte, lorsque les Américains ont bloqué l'accord car nous avions un accord, puis après les émeutes en Iran, les Européens et les Américains ont changé leurs calculs, pensant qu'ils pourraient obtenir plus de concessions de l'Iran. Et cela a également échoué. Mais maintenant, les Européens n'ont plus rien. Ils ont brûlé leurs ponts avec la Russie, l'Iran, la Chine, etc. Nous avons vu comment s'est déroulé l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis. Nous avons aussi vu comment les 7 dirigeants européens étaient assis face à Trump. L'Europe n'a aucun poids. Elle ne pèse rien pour l'Iran. Elle est en déclin. Et donc la priorité de l'Iran va aller ailleurs. Et maintenant que les Européens déchirent le JCPOA, c'était le dernier fil qui leur donnait un certain statut particulier auprès de l'Iran. C'est terminé. J'ai écrit quelques livres sur la grande stratégie eurasienne de la Russie. Et je souligne toujours que ce n'est pas une stratégie pour ou contre l'Occident. C'est une stratégie géoéconomique visant à faire en sorte que l'Occident compte moins. Autrement dit, quoi que fasse l'Europe, cela ne devrait pas trop les affecter. C'est l'idée générale, qui peut être bonne ou mauvaise pour les Européens. Il ne faut pas toujours surestimer cela comme une bonne chose. Les pays dépendent trop d'eux. Mais bien sûr, leur importance est en déclin. Cet eurocentrisme persistant, même après que le monde soit devenu plus multipolaire, je soutiens toujours qu'il est très, très nuisible. Chaque fois que je parle à des diplomates chinois, des ambassadeurs ou d'autres responsables, ils me disent toujours la même chose. Les Européens viennent les voir et essayent de leur faire la leçon. Même aujourd'hui, même avec l'Inde, qui est censée être, vous savez, notre meilleur ami dans la région, il y a même des menaces à leur encontre. Et ce mépris, cette volonté de leur dire quelle politique étrangère ils devraient adopter, avec qui ils peuvent commercer. Ces menaces ne viennent plus seulement des États-Unis, mais aussi des Européens, qui parlent d'imposer des sanctions secondaires. Je soutiens toujours que nous devrions plutôt essayer de redécouvrir la diplomatie, ce qui implique de reconnaître les préoccupations des autres et de ne pas voir la diplomatie comme une relation entre le maître et l'élève, où l'on s'exprime toujours dans le langage des ultimatums et des menaces. Mais j'obtiens toujours la même réponse quand je fais cet argument. Eh bien, pourquoi prends-tu leur parti? Mais tout mon propos, c'est que cela ne sert pas nos intérêts. Cela sert les intérêts des Européens. C'est de l'automutilation. Dans un monde multipolaire, ce comportement menaçant ne joue pas en notre faveur. Tout ce que cela fait, c'est inciter les pays à se découpler et à réduire leur dépendance. C'est exactement ce que je constate. Un nouveau monde est en train de se créer sans les Européens, tandis que les Européens misent tout sur l'Amérique. Et si l'Amérique veut bien voir les Européens, alors qu'ils se précipitent vers l'Asie, elle les fait attendre comme des écoliers. Je veux dire, c'est tellement autodestructeur, et pourtant, nous n'acceptons aucune dissidence ici. Il n'y a aucune reconnaissance du fait que prétendre que le monde est eurocentré, alors qu'il est en réalité multipolaire, ce refus de voir la réalité telle qu'elle est très destructeur. Encore une fois, je constate que beaucoup de pays dans le monde deviennent ouvertement rancuniers. Même un membre de l'UE, j'ai récemment été invité par un ambassadeur dans ce pays, issu d'un État membre d'Europe centrale, soulignait que chaque fois qu'il rencontre des représentants d'affaires ou toute personne de l'UE même, ces derniers veulent toujours leur dire comment gérer leur pays, quelle politique de genre ils devraient adopter,
quelles réformes politiques ils devraient mettre en place. Gender policies they should have, what kind of political reforms they should have, and it's just strange because Et c'est étrange parce que, vous savez, il ne leur viendrait jamais à l'esprit de faire l'inverse. this time you try to lecture Vous avez des liens commerciaux. Vous essayez de donner des leçons. Mais encore une fois, ces tactiques de pression, je pense qu'elles isolent et affaiblissent les Européens. Et oui, ma crainte est qu'ils ne se réveillent trop tard, parce qu'aucune de ces actions n'est bénéfique pour le continent. Et en effet, je pense que le continent prospérerait en entretenant de meilleures relations avec de nombreux pays, pas seulement la Chine, l'Inde et la Russie, mais aussi l'Iran, comme vous l'avez suggéré, en raison des questions énergétiques. Juste ma dernière question, parce qu'une grande partie des tensions actuelles entre l'Occident et l'Iran, comme vous l'avez soutenu, ne concerne pas uniquement le programme nucléaire. not really only about this nuclear program. If it was about the nuclear program only, we would have S'il ne s'agissait que du programme nucléaire, nous aurions isolé ce sujet à part. Mais il est toujours lié au programme de missiles balistiques, qui constitue la dissuasion de l'Iran. Il y a aussi les partenariats étrangers de l'Iran, comme pourquoi les Iraniens collaborent-ils avec le Yémen, le Hezbollah, le Hamas. Donc, beaucoup de choses sont liées à Gaza et à la destruction de Gaza. Je me demandais donc à quel point la situation est grave aujourd'hui, non seulement en termes de destruction par la force militaire, mais aussi de famine. Est-ce que nous atteignons un stade critique, ou l'avons-nous déjà atteint en ce qui concerne le nombre de morts qui devient incontrôlable? deaths spiraling out of control. Well, first, I'd like to, Eh bien, tout d'abord, j'aimerais répéter quelque chose que vous avez dit et que j'ai trouvé très important. C'est que lorsque vous parlez à des personnes influentes en Occident et que vous leur expliquez ce qu'elles font de mal, elles vous répondent « Pourquoi soutenez-vous l'autre camp ?» Cela montre que le mythe de la rationalité occidentale est vraiment un mythe. Car pendant des siècles, on nous a dit, dans la pensée orientaliste, que l'Occident est rationnel, que l'Occident est raisonnable, et que le reste du monde est irrationnel et émotionnel, et que c'est ce qui rend l'Occident plus mature. Mais la vérité, je pense, est en réalité l'inverse. Dans ce cas, lorsqu'ils disent « Pourquoi les soutenez-vous ?», tout ce que vous faites, c'est souligner leur comportement irrationnel. pointing out their irrational behavior. And for this person and for people like this Et pour cette personne, et pour les gens comme elle, ce qui importe, ce n'est pas la prise de décision rationnelle, mais que vous restiez dans leur camp, que vous soyez obéissant. C'est comme être supporté d'une équipe de football. Vous soutenez cette équipe, quel que soit le joueur, quel que soit le propriétaire. Seule la couleur du maillot compte. Parfois, dans ces équipes, un joueur d'une équipe rivale, détesté jusqu'à la veille, rejoint le club et devient un héros. Cela peut être acceptable dans le sport, mais dans le monde réel, ce genre de mentalité est extrêmement destructeur. Et c'est la mentalité de l'Europe et des États-Unis. C'est extrêmement dangereux, car les Européens prennent des décisions sur la base de leurs émotions. Et je parle bien sûr des élites européennes. their emotions. And I'm speaking, of course, about European elites. I'm not talking about the general population. Je ne parle pas de la population générale. Les gens à travers le monde, et en Occident, commencent à se réveiller. Les immenses manifestations que nous avons vues en Australie ces dernières semaines montrent qu'en Occident, tout comme partout ailleurs dans le monde, lorsque les gens reçoivent l'information, malgré la censure, malgré les algorithmes et tout le reste, lorsqu'ils ont accès à l'information, ils prennent une position morale, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Et cela, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus encourageant. De toute façon, des personnes de toute religion, judaïsme, islam, christianisme, jeunes hindous, ou de différentes origines ethniques, peu importe. Lorsqu'ils voient la réalité, la majorité sait où elle doit se positionner. Mais ces décideurs, ils ne prennent pas leurs décisions sur la base de la rationalité ou de la morale. Or on rationality and morality as well. So
J'ai eu de nombreuses expériences avec des diplomates occidentaux en Iran qui viennent me rendre visite, parfois des ambassadeurs, parfois le premier secrétaire, parfois des députés qui voyagent en Iran depuis l'Europe ou les États-Unis, et ils commencent toujours par faire la leçon. Et puis quand je réplique, ils ne le prennent pas bien. Je ne dirai pas de quel pays il s'agit, mais une fois, un ambassadeur, quand j'ai répondu, c'était il y a quelques années, avant Gaza, et j'ai dit que il parlait des droits de l'homme et de la nécessité pour l'Iran de changer. Et moi, je parlais de la Palestine et de leur soutien à Saddam Hussein, à qui ils avaient fourni des armes chimiques. Et il a dit ouvertement, nous sommes supérieurs, nous sommes meilleurs que tous les autres. Et je ne tolérerai pas cela. Nous avions une conversation calme, nous étions en groupe, et il s'est simplement levé et est parti. Un ambassadeur européen très important. Il n'est plus en Iran. C'était avant le Covid. Mais cette mentalité, où ils pensent pouvoir faire la leçon au reste du monde sans se soucier de la raison ou de la rationalité, cette présomption de leur propre supériorité morale et civilisationnelle, c'est ce qui les détruit. Ils peuvent donner des leçons à tout le monde et prétendre avoir la supériorité morale, mais le reste du monde regarde Gaza. Oubliez tout le reste. Le monde regarde Gaza, et plus personne n'acceptera les leçons de l'Occident sur quelque sujet que ce soit. Mais ces gens-là, ces dirigeants, ces élites en Occident, continuent de vivre dans leur bulle, et à cause de cela, la situation va empirer progressivement. Alors, quelle était votre question? Je suis désolé, j'aurais dû. Je posais une question sur la crise qui se déroule actuellement à Gaza. Juste un commentaire rapide. Je fais souvent ce constat également en ce qui concerne les études sur l'Allemagne. Si l'on considère ce qui relève de l'intérêt sécuritaire de l'Allemagne, ce ne serait pas de rediviser et de remilitariser le continent. Peut-être pas non plus d'installer ces nouveaux missiles américains l'année prochaine. Et peut-être pas de mener une guerre par procuration en Ukraine. Ce n'est pas dans leur intérêt sécuritaire. Mais si vous le dites, eh bien cela est aussitôt considéré comme pro-russe. Et aussi concernant l'économie. Si vous voulez que l'économie allemande prospère, il faut établir des liens avec l'économie russe. Mais ils ne peuvent rien faire de tout cela. C'est dans leur intérêt national, mais c'est considéré comme pro-russe, donc ils sont empêchés de le faire. Je pense donc qu'il s'agit d'un problème de rationalité. Si vous soutenez notre camp, alors vous devez être contre eux. J'ai entendu ce commentaire de nombreuses fois. Eh bien, c'est ce que Poutine voudrait que nous fassions. Et c'est comme, eh bien, peut-être que ne pas toujours s'opposer aux plus grands pays d'Europe est parfois une bonne chose pour l'Europe. Mais bref, je m'égare. Ma question portait sur la destruction et la famine à Gaza. À quel point critique en sommes-nous actuellement? Oui, exactement. Tu as raison. Je veux dire, quand ils disent, eh bien, ce serait faire ce que Poutine veut, c'est irrationnel. Ce n'est pas important de savoir si A veut quelque chose ou non. Il faut regarder ce qui est juste et le faire. Que le président Poutine, Trump ou n'importe qui d'autre aime ou n'aime pas, il faut prendre une décision rationnelle. Mais ce genre de mentalité montre à quel point l'irrationalité domine les processus de prise de décision en Europe et en Occident. En ce qui concerne Gaza, je pense qu'il devient de plus en plus évident que les Israéliens ne gagnent pas sur deux plans. Le premier, c'est aux yeux du monde. Le régime israélien est de plus en plus discrédité aux yeux des populations du monde entier depuis presque 2 ans maintenant. Mais depuis que nous avons vu des images d'enfants affamés et de personnes affamées, le déclin du régime s'est accéléré de façon bien plus rapide. Et nous voyons maintenant des responsables en Europe et aux États-Unis, ainsi que des personnalités publiques, prendre position, non pas parce qu'ils sont des personnes morales, non,
C'est simplement parce qu'ils voient les populations de leur pays devenir de plus en plus indignées. Ils doivent donc, disons, apaiser le peuple. C'est pourquoi la question de la reconnaissance de la Palestine sur un bout de papier, ce qui est inutile, est désormais discutée dans certaines capitales occidentales. C'est essentiellement pour dire à leur propre population « Regardez, nous faisons quelque chose », alors qu'en réalité, ils ne font pas grand-chose. Mais cela montre à quel point la situation est mauvaise pour le régime israélien. Et lorsque des personnes, à travers le monde, perçoivent le régime israélien comme un régime génocidaire menant un holocauste, c'est quelque chose de plus destructeur que n'importe quelle autre arme, que n'importe quelle sanction économique, que toute autre pression économique, politique ou sociale pouvant être exercée sur le régime. Être perçu comme maléfique, à mon avis, c'est la défaite ultime. À ce niveau-là, ils ont perdu. Et le siège par la famine se poursuit. Et comme vous le savez, et comme votre public le sait, beaucoup de ceux qui meurent de faim mourront, même si de la nourriture parvient à entrer. Mais le plan est de ne pas laisser entrer la nourriture. Ils continuent de cibler les hôpitaux, ils continuent de mener des attaques en double frappe, puis de nier que c'était intentionnel. Et ensuite, il s'avère que ce n'était pas une attaque en double frappe. C'était une attaque en triple frappe. Et maintenant, on apprend qu'il y a eu 4 frappes sur l'hôpital. Donc quand les gens voient ces choses, quand ils voient la famine, ils deviennent plus sensibles. Et alors toutes les atrocités commises par le régime israélien deviennent plus visibles parce que les gens sont plus indignés qu'auparavant. Le ciblage des enfants. On voit des lanceurs d'alerte se manifester, comme cet ancien soldat des bérets verts. La situation se détériore très rapidement. Donc plus les atrocités continuent et plus la famine s'aggrave. À mon avis, le régime israélien est plus touché, même que les Palestiniens en tant que nation. Oui, la souffrance est scandaleuse, mais le régime israélien est en train de se détruire de manière irréversible. Et les gens se mobilisent désormais. Nous voyons une autre flottille en route vers Gaza, avec beaucoup plus de navires, et il sera bien plus difficile pour le régime de les arrêter. Espérons qu'ils pourront passer. Espérons que la tendance s'inverse contre le régime. Mais dans tous les cas, je considère cela comme une énorme défaite. De plus, lors de la récente opération d'attaque menée par la résistance à Gaza, nous avons vu que le Hamas a pu mener une opération très sophistiquée et infliger de lourdes pertes aux Israéliens il y a quelques nuits. Cela montre que leur capacité souterraine, leur capacité de tunnel, se développe et que leur équipement a été amélioré. Ils sont donc capables de construire rapidement leur réseau souterrain et de se préparer pour des opérations. Et alors que le régime israélien tente d'envoyer des troupes pour occuper de nouveaux territoires, les Palestiniens sont prêts à les affronter. Sur le plan militaire, les Israéliens ne gagnent pas la guerre. Aux yeux du monde, ils ont perdu énormément car ils sont perçus comme génocidaires. Donc, chaque jour que cette guerre continue, je considère que c'est pire pour le régime israélien. Le peuple palestinien souffre énormément et nous devons tout faire pour forcer le régime à arrêter. Mais je ne pense pas que cela s'arrêtera maintenant, car Trump soutient pleinement le génocide. Il est totalement impliqué, que ce soit à cause d'Epstein, de ses donateurs ou des deux. C'est une autre question. Mais la situation va empirer, je pense, sur le plan humanitaire pour les Palestiniens. Mais aux yeux du monde, les Israéliens, leur image a été détruite. Et je pense que cette destruction est irréversible. Le Hamas a montré qu'il est plus que capable sur le terrain, et rien de ce que le régime israélien pourra faire ne changera cela. Ils ne pourront pas vaincre le Yémen. Ils peuvent tuer des gens, mais le Yémen a traversé 7 années de guerre génocidaire, soutenue par l'Occident,
où les Saoudiens et les Émiratis menaient cette guerre, et où le Qatar, la Turquie et les pays de la région les soutenaient tous, jusqu'à ce que, bien sûr, les Émiratis et les Saoudiens se retournent contre le Qatar. Ensuite, eux et les Turcs ont changé de camp. Mais tous ces pays de la région, ainsi que l'Occident, soutenaient cette guerre génocidaire contre le Yémen depuis 7 ans. Ils ont échoué. Donc, le régime israélien, en menant quelques frappes aériennes, n'obtiendra rien. Ils ne feront que rendre le Yémen plus héroïque aux yeux du monde, et Ansarullah emblématique aux yeux des populations de cette région et au-delà. Ainsi, la guerre contre le Hamas, la guerre contre Ansarullah, la guerre contre l'Iran, la guerre contre le Hezbollah. En ce moment, ils utilisent Jolani, Al-Qaïda et Daesh, qui se sont clairement révélés comme des instruments avec les Américains et leurs alliés au Liban et les Israéliens pour désarmer la résistance au Liban. Tout le monde a été démasqué, Glenn. Tout le monde. Et c'est important. Avant, il disait, vous savez, il parlait du nombre de personnes qui se sont fait avoir par le sectarisme, ou même de nombreux gens de gauche en Occident qui ont suivi la CIA et la guerre occidentale contre le peuple syrien et le gouvernement syrien. Les personnes qui s'opposaient à la guerre contre l'Irak ont soutenu la sale guerre en Syrie. Pourquoi? À cause d'Israël, de l'Iran? Et donc, ils ont avalé la pilule. Ils ont soutenu la CIA et les agences de renseignement occidentales. Et bien sûr, le Qatar, la Turquie et l'Arabie saoudite ont utilisé le sectarisme pour convaincre certaines personnes, et l'Occident a utilisé les droits de l'homme et toutes ces absurdités pour convaincre les Occidentaux. Mais maintenant, tout ce que la résistance avait dit, tout ce que Sayed Hassan Nasrallah avait dit, se produit en Syrie. Ils sont en train de balkaniser le pays. Ils utilisent Daesh et Al-Qaïda, qui sont les terroristes les plus extrêmes et brutaux, pour repousser différentes minorités. Les Alaouites sont brutalisés. Les Druzes sont poussés vers le régime israélien, ce qu'ils ne devraient pas faire. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Les Kurdes, les chrétiens, tout le monde. C'était l'objectif depuis le début. C'est pour cela qu'ils utilisent ces extrémistes, parce qu'Israël voulait balkaniser la Syrie. Et puis, ces mêmes membres d'Al-Qaïda, la première chose qu'ils ont faite en arrivant au pouvoir, c'est d'essayer de conclure un accord avec les Israéliens. Donc maintenant, tout le monde a été démasqué. Mais si le régime israélien avait gagné au Liban, alors pourquoi tout le monde s'efforce-t-il autant de désarmer la résistance? Je pense qu'ils ont échoué sur tous les plans. S'ils relancent une guerre avec l'Iran, cela entraînera un nouvel échec. Plus ils essayent de frapper le Yémen, plus le Yémen ripostera. Et des missiles qui survolent Tel Aviv ne sont pas un signe de force pour le régime israélien. Cela dissuadera les gens de s'y installer, d'y travailler. Mais plus important encore, ils seront obligés d'utiliser leur défense aérienne, les épuisant davantage, tout en donnant à l'Iran plus d'informations sur leurs capacités lorsque le moment viendra. Donc, sur tous les fronts, le régime israélien est en train de perdre. Les médias occidentaux aimeraient dire qu'ils gagnent, mais je pense qu'ils perdent à tous les niveaux. Et finalement, lorsque tout cela prendra fin, le régime israélien sera affaibli. Et parallèlement, il faut prendre en compte que l'Occident est en déclin. Le régime israélien est en soi un régime faible. La seule raison pour laquelle il subsiste, c'est grâce à l'aide massive qui lui est accordée par l'Occident. Et d'ailleurs, l'Occident détruit sa propre image à cause de cela. Mais à mesure que l'Occident décline, la situation du régime israélien décline également, comme je l'ai expliqué précédemment. Et je pense que le symbole que représente le prochain sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai aura un écho particulier dans ce contexte. Et je pense que vous avez raison dans cette analyse, dans la façon dont vous considérez non seulement l'aspect militaire, mais aussi l'économique,
ainsi que le politique. Et j'imagine le soft power, l'attrait culturel et l'image que l'on projette, car il y a d'énormes changements en cours. J'ai simplement peur souvent que cette focalisation excessive sur le contrôle du récit aveugle les gens face à la transformation toujours plus rapide du monde. Donc oui, professeur Marandi, merci comme toujours. C'était très intéressant. Merci beaucoup de m'avoir invité, Glenn. C'est très aimable de votre part.